Oui, ça nous fait je dirais, toucher du doigt des applications qui sont immédiates. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir sur les comparaisons internationales, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe en France, quelles sont les entreprises un peu leaders, pilotes, voilà. On passe maintenant la parole voilà, à Evgeny et à Mohamed Silgelmassi sur pour engager entre eux un dialogue sur l'intelligence artificielle. Et je meuble, ça va, c'est bon, ça a été, voilà, c'est parfait. Alors il n'y a que moi qui suis privé, vous avez dit tout à l'heure pour éviter qu'il tourne la tête pour rechercher. Mais non, est un peu contraint, donc j'essaye de lorgner sur, mais c'est pas très clair sur vos pupitres. Vous me donnerez vos slides après. D'accord, merci. Alors, à vous deux, entrez en piste des duettistes. Non, ça y est pas. Bon, ben on va faire ça. Vous êtes sûr que ça Non, marche pas tout à l'heure, Là, il faut de l'intelligence opérationnelle. Ah oui, ça c'est pratique. des choses plus pratiques. Ouais. Ça marche pas? Non, en fait, tu veux pas un tweet ou un machin comme ça pour commencer Ah, voilà. L'intelligence collective. Ah oui, C'est pas tout à fait absolument. l'intelligence artificielle, mais ça parvient parfois à produire l'effet qu'il fallait. Merci, bon, Pascal. Merci. C'est effectivement un immense honneur pour nous d'être reçus aujourd'hui. Ah, toujours un problème de texte. Merci beaucoup. Je remonte. C'est bon? Vous m'entendez? Voilà. Parfait, merci beaucoup. C'est effectivement pour nous un immense honneur d'être aujourd'hui conviés au sein de la chaire des grands enjeux stratégiques contemporains. Non. Mais il y a un problème de micro. Il faut le mettre plus. Il n'a pas osé. Voilà. Est-ce que là, c'est pas plus près de la bouche? Allez-y. Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Parfait. Faut faire ça. Je vais l'étrangler. J'en ai encore un peu besoin. Non, mais il n'a pas osé. Voilà, là, allez-y, parce qu'il faut que ce soit plus près. Là, vous m'entendez? Oui? Ok, parfait. Et elle n'est pas étranglée. Donc d'abord, effectivement, un immense merci de nous avoir aujourd'hui invités à intervenir. Nous intervenons en plus après des présentations tout à fait intéressantes, notamment celle de Naval Group, qui vous a bien montré les déploiements très opérationnels de l'intelligence artificielle, là notamment au bénéfice de la marine. Nous proposons en fait aujourd'hui, avec Mohamed Silgelmassi, un échange qui est un peu particulier. Moi, je viens du terrain, effectivement, des sciences humaines. D'ailleurs, j'ai étudié ici, à la Sorbonne. Et Mohamed Silgelmassi est DTO du groupe. Son expertise est donc mathématique et informatique. Et je voudrais d'ailleurs commencer par un hommage à un professeur qui a enseigné ici et qui est mort en janvier 2019. Il s'agit du professeur Lucien Sfez. Lucien Sfez avait monté un master très particulier qui s'appelait Communication, Technologie et Pouvoir. C'était un master de sciences politiques. Et c'était le premier à interroger la naissance d'une nouvelle utopie technologique qui en fait allait remplacer les grands récits qui structuraient jusqu'à présent notre manière de voir le monde. Commençons par lui rendre cet hommage. Merci de l'avoir fait. Le brouillard de la guerre. Nous nous trouvons dans un amphithéâtre un peu particulier parce que vous voyez qu'en toile de fond, on retrouve un motif qui est assez connu, qui est celui du péché originel. En effet, en toile de fond, c'est notre histoire, c'est cette culpabilité judéo-chrétienne qui depuis est devenue un peu différente, elle a muté, elle est un peu le fondement de la suspicion, du principe de précaution assorti à la notion de connaissance et de consommation. Combien d'articles et de positions aujourd'hui jusqu'au Parlement européen pour dénoncer nos velléités à rechercher l'arme autonome. Oui, c'est bien ce qui nous caractérise, les Européens, cette conscience, mais positivement, nous pouvons l'appeler la conscience européenne. Mais une fois qu'elle est posée, cette conscience, et qu'elle est érigée en principe et traduite en éthique et en loi, quel usage faire des technologies, alors que d'autres civilisations qui portent une autre histoire disent clairement leurs ambitions dans le domaine des l'IA, notamment les États-Unis et la Chine, dont vous connaissez les tendances, on va dire, transhumanistes. On va prendre un exemple aujourd'hui extrêmement concret, qui est effectivement l'intelligence artificielle au bénéfice des usages dans le métier militaire. On revient à une petite définition. À quoi sert finalement l'intelligence artificielle dans ce contexte? D'abord, à dissiper ce que Karl von Clausewitz appelait le brouillard de la guerre. Qu'est-ce que c'est le brouillard de la guerre? C'est le fait qu'on est dans un terrain, effectivement... Je crois qu'il fallait qu'il ajoute une main plus technique que la mienne. Il y a du brouillard, tout à fait. Il y a la friction, dirait Clausewitz, il y a la friction. C'est bon? C'est bon?
C'est bon, tout va bien? Parfait. Donc on a dit que l'un des obstacles effectivement à la victoire, c'est l'absence d'information ou le flou d'information qui peut exister sur le terrain, à la fois un flou d'information qui vient de la connaissance de sa propre situation, mais aussi de la situation de l'adversaire. Aujourd'hui, ce qu'on observe finalement, c'est pas tant un manque d'information, quoique pas toujours, qu'à l'inverse une info-obésité. Effectivement, de l'unité la plus élémentaire jusqu'au commandement, on a trop d'informations sur un terrain et on ne sait pas comment l'exploiter. C'est là, en fait, qu'intervient évidemment l'intelligence artificielle. Face à ce tsunami informationnel, l'intelligence artificielle ne pourrait-elle pas nous aider à mieux analyser, exploiter, maîtriser et protéger une somme toujours plus importante de données ? Mais pour tenter l'implémentation de ces technologies, il faut au préalable faire face à des peurs. Et je crois que c'est important d'insister sur les peurs actuelles vis-à-vis de l'IA. On a peur de quoi? Concrètement, on a peur que l'IA fasse la guerre à notre place. On a peur de perdre la valeur, l'utilité, en l'occurrence du militaire. Mais sachez que ça se traduit dans tous les secteurs d'activité. Il y a une véritable peur des usagers aujourd'hui. Donc le premier enjeu, c'est effectivement d'expliquer ce que fait l'IA, d'expliquer ce que ne fait pas l'IA. Alors Mohamed Sijel-Massi, j'ai une question très simple. Est-ce qu'on va devenir demain des sujets de l'intelligence artificielle qui va combattre à notre place, ou de quelques-uns comme toi, qui maîtrisent cette technique et disposent d'une intelligence conceptuelle? C'est la première fois qu'on me traite de conceptuel. Donc, en fait, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'école française, dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est une école qui n'a de honte à avoir devant personne. Pas plus tard qu'hier, Yann LeCun a eu le Grand Prix Turing hier ou avant-hier d'IA. Vous avez aujourd'hui tous vos iPhones, ils tournent avec du Siri, c'est Luc Julia qui l'a inventé. Et l'école française n'a rien à envier à personne. On n'est pas très nombreux, mais elle n'a rien à envier à personne. Après, pour revenir à ton sujet, finalement, la peur de l'IA, c'est aussi la peur d'être remplacé. Et pour moi, c'est quelque chose la théorie du grand remplacement. De quelque chose ou quelque chose d'externe à nous va nous remplacer, se substituer à nous. C'est quelque chose, même si du point de vue théorique, on avait envie de le faire, je pense qu'on n'a pas les bases théoriques durant les 20 à 30 ans à venir. Donc déjà, première chose, la théorie du remplacement, on oublie. Deuxième chose, finalement, l'IA doit être vue comme un outil collaboratif. À partir du moment où on la voit comme un outil collaboratif, et Eric en a très bien parlé tout à l'heure, c'est comment ça m'aide. Pour prendre des exemples qui ne sont pas des exemples dans le domaine militaire, aujourd'hui, vous avez des IA qui sont parfaitement capables de détecter des glaucomes, à peu près beaucoup mieux que n'importe quel professeur d'ici. Mais finalement, à la fin, que se passe-t-il? C'est à lui de décider, en fonction d'éléments complètement extérieurs, de sa connaissance de l'humain, s'il va opérer, pas opérer. Et donc, en fait, l'IA, dès lors qu'on la prend dans ce sens-là, c'est un outil d'aide à la collaboration. C'est quelque chose qui me donne des éléments pour décider. À ce moment-là, on oublie la théorie du grand remplacement et on se dit qu'est-ce qu'on va faire de mieux avec. Dans le domaine de la défense, l'IGA Jérôme Lemaire, la semaine dernière, a insisté, et moi ça m'a particulièrement frappé, sur finalement un certain fantasme de rapidité de la transformation des usages militaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? De toute façon, Eric a fait tout un long exposé de la réalité où c'est que l'IA intervient. Je ne vais pas revenir sur tous ces points, je vais en prendre juste quelques-uns. Premièrement, aujourd'hui, la formation des équipes de combat. Les modèles de simulation qui font qu'à un moment donné, on les met dans des situations réelles ou générées. C'est exactement comme une voiture autonome. Une voiture autonome aujourd'hui, elle ne voit pas le monsieur ou la dame qui tombe du 7e étage et qu'est-ce qu'il faut s'arrêter. Enfin, on a du mal à générer. Donc on génère ces situations-là. Tous les éléments d'intelligence artificielle qui permettent de générer ces contextes-là sont des éléments utiles dans le domaine de la formation des hommes. Eric a aussi parlé de tout ce qui est immersion. Comment en fait j'ai autour de moi une situation opérationnelle. Donc on n'en est pas aujourd'hui au drone. L'armée, c'est pas, l'IA dans le domaine militaire, c'est pas uniquement le drone tueur. Il y a tout un ensemble d'éléments que l'on peut utiliser. Eric en a parlé de quelques-uns. Il y a celui que je viens d'évoquer avec vous. Et puis, il y en a un qui est extrêmement intéressant, je pense, c'est tout le domaine du renseignement. Comment analyser des sources de données, comment comprendre la sémantique des choses qui s'échangent, comment faire des liens, comment dire que finalement on passe...
telle relation avec telle autre relation fait qu'on a une suspicion ou pas sur quelqu'un. C'est aussi du domaine de l'analyse sémantique en termes d'IA. Donc, pour synthétiser, en fait, ce n'est pas que le combat. Le soutien militaire, permettre que les chars ils continuent ou les bateaux continuent en fait à fonctionner à l'avance, que je puisse les alimenter, c'est de l'IA aussi. Donc partout en termes de collaboration. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de domaines. J'aimerais revenir sur celui du renseignement et là aussi réfléchir à ce qu'on appelle gagner une guerre. Parce que finalement, quand on prend un petit peu de recul sur les 30 ans d'histoire, on se rend compte que sur le terrain des guerres irrégulières, peut-être qu'on gagne des batailles, mais on ne gagne pas vraiment des guerres. Et un des grands spécialistes des guerres irrégulières, Gérard Chaliand, justement, se pose souvent cette question de pourquoi est-ce qu'on perd les guerres dans le camp occidental, alors que théoriquement, on est censé être les plus armés technologiquement. Et tu as mentionné le rôle du renseignement. Je vais revenir sur une toute petite période qui est celle de la guerre du Vietnam. On avait des gens qui connaissaient très bien le terrain. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Bernard Fall, qui connaissait parfaitement, c'était un Français qui connaissait parfaitement le terrain vietnamien. Pourtant, McNamara, évidemment, ne s'est pas servi de ce qu'il produisait pour gagner la guerre. Effectivement, le Vietnam a été perdu. Alors pourquoi est-ce qu'un décideur écoutera plus aujourd'hui et demain une intelligence artificielle qu'il n'a écouté un expert hier? Parce qu'une intelligence artificielle n'a pas d'affect. Parce qu'une intelligence artificielle évalue des situations. Et finalement, elle vous donne des degrés de vraisemblance. C'est à vous de décider derrière. La différence aussi, c'est qu'une intelligence artificielle, sous réserve que l'algorithme soit à peu près correct, elle n'est pas biaisée par nos visions. Hein, je suis désolé, mais ça s'alarcène. Elle en fait, help. Elle est pas biaisée. Et en fait, alors, je vais vous raconter une petite histoire pour parler de biais. Ça fait quelques années, on avait travaillé sur en fait, les performances d'une équipe dans une usine de montage. Et il y avait, parmi toutes les équipes qui travaillaient, il y en avait une qui était extrêmement plus performante que les autres. Mais vraiment beaucoup. Donc, bon, je peux vous poser la question à tous, pour quelles raisons? Alors, normalement, voilà ce que je vais avoir. Ils étaient mieux formés, ils s'entendaient mieux ensemble, ils travaillaient plus tôt le matin, enfin, tout ce que l'on peut imaginer comme raisonnement, comme explication. Bon, on a tout essayé, ça ne faisait pas vraiment beaucoup de choses, et puis finalement, on a utilisé quelques outils un peu différents. Je vais vous donner le résultat. C'est qu'en fait, ceux qui marchaient vachement bien, ils n'exécutaient pas les instructions dans l'ordre. Ben, tout simplement parce qu'en en fait, ils avaient compris eux-mêmes que 1, 2, 3, c'était vachement plus compliqué. On se tordait le dos en commençant par le 1, donc on commençait par le 3, on faisait 3, 1, 2. Mais c'était écrit nul. Et ça, si vous voulez, par les biais que nous avons intellectuellement, en fait, si on essaye de le simuler, on ne va pas y arriver. Ce qu'apporte l'IA dans ce sens-là, c'est d'évaluer des situations, même celles à laquelle tu vas penser. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, je croirais l'IA, et peut-être qu'on croira plus qu'un expert à un moment donné, si elle sait m'expliquer. Et la notion d'explicabilité que vous aviez évoquée tout à l'heure est absolument majeure, si elle sait expliquer pourquoi telle ou telle chose et a une probabilité de X ou Y. Du point de vue théorique, on n'en est pas tout à fait là. Néanmoins, pas plus tard que ça fait quelques semaines, il y a, aux États-Unis, on a été lancé une grande étude, un fonds sur l'explicabilité de l'IA. C'est un élément clé aujourd'hui pour le futur. On suivra l'IA dès lors que c'est explicable, pas pour les trucs simples. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, mais tu as parlé effectivement de biais, peut-être du côté des experts-chercheurs. Moi, je pense qu'il existe aussi des biais du côté des décideurs, que c'est une partie du problème. On y reviendra, Juste pour revenir sur ce que nous sommes, nous sommes effectivement une ESN, une entreprise de services numériques. Quel est exactement le rôle d'une ESN dans cette phase de transformation des usages par l'intelligence artificielle? À quoi on sert? Pas rien, a priori. En fait, on est aussi, comme Eric disait, Eric est un intégrateur. C'est-à-dire qu'en fait, il intègre des produits. C'est des produits matériels, c'est du soft, etc. Nous, on intègre plutôt des softs. Alors, l'intérêt, en fait, du point de vue d'une ESN, c'est qu'on a une vision large de plusieurs domaines.
Ce dont je vous ai parlé, ça fait quelques minutes, c'était dans le domaine de l'aéronautique. C'est peut-être que dans les problématiques de support, de supply chain et de logistique, on va retrouver à peu près les mêmes. Dans les problématiques, en fait, de comment aujourd'hui le dialogue homme-machine va se faire, on va le retrouver dans plusieurs secteurs. Donc l'intérêt d'une ESN, finalement, c'est la capacité à pouvoir déployer des choses qui sont dans un domaine, dans d'autres domaines. L'autre élément important aujourd'hui, je crois que, alors les gens de Liverpool avaient l'habitude de dire « You'll never walk alone ». Essayer de faire quelque chose tout seul est juste une aberration aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde qu'on est en train de fabriquer doit intégrer tous nos écosystèmes, doit intégrer les startups, doit intégrer les académiques, doit intégrer les sciences sociales. Et je pense que Eric, quand il parlait tout à l'heure, en fait, de comment finalement on arrive. Je parle trop fort, pas assez fort. Merci, j'ai payé. Quand on parlait tout à l'heure en fait, du dialogue homme-machine et comment en fait, on conçoit des systèmes, typiquement, c'est l'ensemble de ces savoir-faire. C'est pour ça que je suis très content d'être là, parce qu'en fait, je lis un petit peu des domaines de soft, je dirais, avec de la science dure, et c'est vraiment agréable dans ce domaine-là. On va simplement faire une petite incartade, effectivement, vers ce que tu connais le mieux. C'est-à-dire l'IA sur le plan théorique. Effectivement, David Sadek nous a posé la dernière fois, donc David Sadek, le VP de Thales, qui s'occupe d'intelligence artificielle, nous a posé la dernière fois une question sur l'existence d'un plafond de verre de l'IA. Alors, je voulais savoir effectivement quelle est ton opinion là-dessus. L'IA est encore très imparfaite. Est-ce qu'elle ne va pas nous induire en erreur? Alors, je pense que David avait fait référence au plafond de verre sur l'explicabilité, en fait. L'hiver de l'IA a eu lieu, ça fait quelques années, parce qu'on espérait en sortir c'était le nouveau Graal. Ça faisait tout. Tout. Bon, après, on s'est un peu calmé. Maintenant, en fait, avec les capacités machines, on a d'autres capacités. Par contre, il nous manque un sujet d'explicabilité. Et si on n'arrive pas à l'explicabilité, en fait, on restera dans ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et c'est le plafond de verre, je pense qu'elle faisait référence David. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ce point d'explicabilité? Oui, bien sûr. En fait, qu'est-ce que l'explicabilité? L'explicabilité, c'est la capacité à vous dire je vous recommande telle décision pour telle raison. En fait, je vous recommande d'acheter ce bouquin chez Amazon parce que vous avez acheté les 3 bouquins les mêmes et que votre belle-sœur ou votre beau-frère a acheté le même, et puis c'est ça mon algorithme. Ça, c'est facile. Maintenant, l'explicabilité, lorsqu'on rentre dans des réseaux neuronaux, lorsqu'on rentre en fait dans ce qu'on appelle du deep learning ou du reinforcement learning, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On ne sait pas vous dire quel est le cheminement qui a fait qu'à un moment donné, on ait dit ça fait 0,92% de probabilité que ça arrive. On ne sait pas vous faire passer ce cheminement. Pourquoi on ne sait pas vous faire passer ce cheminement? Parce que, en fait, c'est qu'on utilise, on fait des parcours d'arbres de partout, on utilise beaucoup de niveaux, jusqu'à ce que, en fait, à la fin, on ne sait pas vraiment quelles sont les caractéristiques essentielles qui ont fait qu'on ait pris telle décision ou telle autre. C'est super dangereux, en fait, de ne pas savoir expliquer, parce qu'en fait, quand on vous dit cette situation est dangereuse à 40%, 50%, 70%, vous avez un risque, à ce moment-là, vous avez besoin de savoir, mais pourquoi ça fait ça? Et ça, on ne sait pas vous l'expliquer. Pour vous donner un autre exemple. Ce que vous voulez dire, c'est que le constat statistique in fine, qui va faire qu'à telle probabilité de risque, c'est 2 séquences juxtaposées. On est capable de dire à 60% ça va arriver, mais sans expliquer le cheminement qui fait qu'on arrive à 60 et pas à 70 ou à 80. Parce que ce n'est pas déterministe. C'est pas déterministe. Comment? Donc il faut y croire. Non. En fait, non. En fait, justement, ça tombe bien sur cette question-là, ça me permet d'y répondre. C'est que, en fait, la question c'était est-ce que l'IA n'était pas trop imparfaite? Alors, la première des réponses que j'aimerais faire, c'est qu'il n'y a pas l'IA. Il y a une IA qui répond à un problème. Alors, pour le grand remplacement, le truc qui fait tout à notre place, on attend un peu.
Donc il y a une IA qui répond à un problème. La deuxième chose, c'est quand on dit est-ce qu'elle est imparfaite? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'être parfait. Une vérité mathématique, c'est une vérité mathématique. Ça pour ça, il n'y a aucun problème, hein, ça le fait. Hein. Mais lorsque je prends une décision, lorsqu'à un moment donné, je décide de faire telle ou telle chose, est-ce que c'est la vérité, c'est pas la vérité? Donc l'IA, à un moment donné, où une IA va vous dire, vous avez une probabilité de X, je simplifie à l'extrême, vous avez une probabilité de X pour que telle chose se passe. Ce que vous allez en faire par la suite est un autre sujet. Hein. Vous pouvez tirer, vous pouvez faire de... Oui, bien sûr. Après, on va revenir avec Eve. Il y a une problématique éthique qu'on avait Absolument. un peu vue avec l'histoire du plafond de verre. C'est-à-dire à partir de quel moment, voilà. dès lors qu'on n'attend pas les 100%, à partir de quel moment on peut considérer, dans certaines situations, qu'il est même acceptable de tirer, parce qu'il y a 99% de chances, c'est effectivement un ennemi, mais il y a quand même 1% que ce soit un pur innocent. Il y a un sujet, il y a un exemple que je peux vous donner de façon intéressante sur en fait, finalement, qu'est-ce qui est aujourd'hui important, et je vais vous dire, ça dépend du contexte. C'est pour ça que la vérité, vous avez un moteur de recommandation qui, brillamment sur Amazon, vous recommande d'acheter un bouquin, il se trompe à 70% des cas. So what? Vous avez un moteur de recommandation qui dit vous pouvez atterrir dans ces conditions. S'il est à 99,999, s'il n'est pas juste à ça, moi je ne prends pas l'avion. Hein. Donc en fait, la vérité en tant que telle, c'est quelque chose qui dit c'est une vérité absolue. Même dans notre vie, à nous, ça n'existe pas. Donc il ne faut pas attendre que l'IA... Mais je peux te taire alors. Ça c'est Luc, Julia, c'est son truc. Donc en fait, la vérité absolue dans ce domaine-là, elle n'existe pas. Je voudrais juste, pour finir ce sujet-là, et finalement, la fiabilité, c'est aussi la vulnérabilité. C'est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, ce sont des systèmes d'apprentissage, qu'on a entraînés pendant un certain temps. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, jusqu'à quel point ils sont sûrs? Jusqu'à quel point aujourd'hui, un système qui me dit dans un aéroport, plein de caméras partout, etc., et qui en fait scanne et dit « Ouh, là, le monsieur, il a une arme là-bas ». Bon, ben, ça c'est bien, je suis content, mais à quel point ce système peut être leurré? À quel point je peux trafiquer les images en y rajoutant 3 pixels dans un coin, et ce n'est plus une arme. Alors je vous rassure, hein, il y a des systèmes, enfin, on entraîne les machines pour répondre à cette problématique-là. Mais la conception, enfin, au-delà de la cyber en tant que telle, la conception de ces systèmes-là doit intégrer de façon intrinsèque la capacité à s'auto-défendre. Encore une fois, vous pouvez truander Amazon, c'est pas bien grave. C'est beaucoup plus grave si c'est un vrai flingue et qu'à côté de ça, vous ne l'avez pas vu parce que quelqu'un vous a injecté de... On a des solutions à ça, ne vous inquiétez pas. Une autre question effectivement qu'on se pose souvent, c'est sur le jeu d'une IA contre une IA. Est-ce que finalement on n'aboutirait pas à un combat qui est un combat à somme nulle entre deux IA avec deux algorithmes et un jeu de données? Alors tout à l'heure quand elle m'a posé la question, en fait ce que je lui ai dit, il y a deux pays qui ont le Rafale, qui c'est qui gagnent, ils ont la même technologie. Hein. La technologie ne suffit pas. En tant que telle, les technologies en termes d'IA dans l'absolu, elles sont à peu près partout. Mais eux, ils les entraînent, et ils les entraînent sous certaines conditions. Et l'intelligence qu'on peut y mettre, c'est d'abord notre capacité à utiliser ces algorithmes-là pour les faire se rapprocher le plus possible d'une vie normale. La deuxième chose, en fait, qui est importante, et je pense que ça, et qui fait que IA contre IA, c'est aussi un problème d'éthique. C'est aussi un problème d'éthique, c'est un problème de choix. Moi, je ne suis pas certain aujourd'hui que si j'entraîne une IA à tirer, bon, on va voir pas, et que quelque part, ce ne soit pas très loin d'une école, je ne suis pas sûr de tirer. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde fera la même chose. Donc cette histoire de penser qu'en fait, finalement, c'est un jeu à somme nulle, hein, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un jeu qui intègre plusieurs choses, nos capacités, nous, à apprendre à ces algorithmes une façon de réagir, le savoir-faire des gens, en fait, ce qu'expliquait Eric tout à l'heure sur les marins, qu'est-ce qu'ils intègrent, qu'est-ce qu'ils mettent comme information dedans, et ce sont des informations de savoir-faire, hein, comment on intègre tout cet ensemble-là dedans, et puis d'un autre côté, comment en termes d'éthique, comment on fait.
La seule chose que je voudrais quand même finir sur ce point-là, c'est que ce n'est pas un truc où, en fait, sans investissement lourd, sans capacité à fédérer les énergies, ce n'est pas quelque chose où il y a 3 génies dans un coin qui font ça. Aujourd'hui, toutes les évolutions de l'IA, ben, la France est un pays de 66 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. 1% de génie, ça doit faire à peu près 600 000. La Chine est un pays d'1,4 milliard d'habitants. Voilà. 1% de génie, ça fait 14 millions. Ce sont des maths. Donc, notre capacité, nous seuls, à nous défendre, notre capacité, nous seuls, à ne pas avoir, en fait, à ne pas avoir un ensemble européen pour aller se battre sur ce terrain-là, eh bien, elle ne peut pas être limitée qu'à la seule puissance d'un pays de 66 millions d'habitants, 67, je ne sais plus trop. Et là, on se retrouve avec un problème qui est extrêmement concret, c'est qu'en fait, la majorité des outils sont aujourd'hui construits par des puissances étrangères, notamment les États-Unis. Donc, quand effectivement Villani pose la question de l'auditabilité de l'IA, comment est-ce réellement possible, puisque ces technologies sont fabriquées à l'étranger? Et selon Laurent Alexandre, en fait, on a une Europe qui est extrêmement naïve sur ce sujet. Je vais reprendre une phrase de son dernier ouvrage. En 2020, notre colonisation technologique par les géants de l'IA, elle est en fait silencieuse. L'opinion ne croit pas à cette guerre qu'elle en fait ne voit pas. L'Europe fait preuve d'une grande naïveté face aux ogres technologiques et elle est sidérée par la violence du combat technologique qui s'est engagé entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, marginalisant du même coup les autres continents. En fait, nous habillons notre impuissance en sagesse. Parlons de prudence pour expliquer notre incapacité à agir. Voilà comment il voit effectivement la fameuse conscience européenne dont on parlait au début. Alors c'est effectivement un sujet compliqué, et c'est un sujet compliqué pourquoi? Alors, bien sûr, en fait, toutes les GAFA aujourd'hui ont une puissance technologique et une capacité aujourd'hui à mobiliser les meilleurs du monde qui est juste impressionnante. Donc on pourrait quand même se dire qu'on va les craindre. Je pense que c'est vrai un peu. Sans être complètement naïf, ça reste des entreprises qui sont dans des pays démocratiques et où la puissance des gens comme vous et moi est importante. Je vous rappelle que 3000 personnes de Google ont posé leur démission le jour où Google a décidé de travailler pour le ministère de la Défense. Je ne dis pas que ça va résoudre les problèmes, mais il n'empêche que c'est un peu différent d'un environnement qui est un environnement, je dirais, chinois pour simplifier, où en fait c'est une économie dirigée avec une puissance considérable en termes de cerveau et une capacité financière qui est hors du commun. Je veux dire juste un seul exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des sociétés chinoises bien connues, Alibaba, Tencent, etc., qui ouvrent en face de Stanford, qui est quand même un des lieux magiques de l'intelligence artificielle, des campus complets où ils ont recruté 1500 personnes et qui reviendront en Chine faire des choses là. Donc pour moi en fait, c'est un sujet qui n'est pas futur à blanc ou noir. Comment on se positionne, nous? On n'a pas beaucoup de choix, en fait. Je pense que nous, on a besoin de développer ces capacités-là. On a besoin de les développer, et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas les développer tout seul. On n'est pas, nous, à notre taille, capables aujourd'hui, en dépit de tout le brio qu'on peut avoir, on vient tous des mêmes écoles, etc., on n'est pas capable, en fait, seul de faire ça. Et ce sera une des conclusions qu'on évoquera tout à l'heure. La capacité aujourd'hui à mobiliser l'ensemble des gens qui partagent en fait, les mêmes visions de la vie, elle est juste majeure. Après, se battre contre Google, etc., c'est extrêmement compliqué, parce que Google ou Amazon, c'est extrêmement compliqué, parce qu'aussi, nos enfants, ils sont déjà dedans. Donc essayez d'enlever... Certains effectivement appellent à la création d'un mouton du numérique ou d'un nouveau Yalta. Ensuite, chacun effectivement est libre de ses idées. Pour revenir effectivement sur le terrain de la guerre d'aujourd'hui, on observe une tendance à l'hybridation du champ de bataille. En période dite de paix, des puissances étrangères viennent ingérer dans nos jeux électoraux notamment, que ce soit dans le domaine effectivement cyber ou dans l'éternelle propagande qui s'appelle aujourd'hui les fake news.
Alors, qu'est-ce que peut effectivement l'IA pour nous protéger des fake news? Alors bon, toujours la même question difficile. Qu'est-ce que peut... Enfin, la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une fake news, finalement. Hein. Qu'est-ce qu'une fake news? Elle est fake pour qui, hein? Mais bon, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, au-delà des outils, et je vais vous en parler, au-delà des outils, vous savez que Donald Trump tweet à longueur de journée, pas à longueur d'heure, on ne sait même pas quand est-ce qu'il bosse. Hein. Il y a des outils automatiques en fait qui lui répondent. Si vous vous inscrivez sur le tweet de Donald Trump, c'est très intéressant, ça se voit assez vite. Dès qu'il a tweeté quelque chose, vous avez dans les 10 minutes qui suivent un texte complet de gens qui réagissent par rapport à ça. C'est entièrement généré par un bot, c'est entièrement automatique, ça se lit, ça se comprend. Et si vous ne le savez pas, vous dites, tiens, il a plein de... Et le nombre de likes qu'il a, il est impressionnant, il va à une vitesse énorme. C'est parce que c'est des outils automatiques qui génèrent, en fait, qui analysent le texte et génèrent. C'est-à-dire que les commentaires en fait, des tweets de Donald Sont Trump sont générés sont absolument générés automatiquement. D'ailleurs, c'est comme ça que les Russes ont à peu près un peu pourri la campagne américaine, parce qu'en fait, ils ont généré sur les réseaux sociaux automatiquement un certain nombre d'informations. On les appelle fake news ou pas, c'est un... Maintenant, comment on peut s'en prémunir? Deux choses, c'est que ce qui peut générer peut analyser. Hein. C'est-à-dire que de la même manière qu'aujourd'hui, on génère des choses, je dirais, fake, on peut aussi analyser des choses fake. On peut aussi, sur l'analyse du texte, de choses qui sortent, pouvoir identifier des cas, des patterns qui font qu'à un moment donné, on se dise « ça, c'est pas bien ». On a une capacité à traverser tout le web, à analyser des images, etc. On sait faire tout ça. Mais je pense qu'on avait fait pour la campagne électorale au présidentiel, il y avait à la fois une association de journalistes et de médias qui avait fait tourner des moteurs de recherche, et l'ANSSI aussi, qui en avait autorisé à faire un travail de référencement des messages qui étaient en réalité forcés. Et à partir de là, dès lors que le nombre de diffusions d'occurrences était artificiellement poussé, ce n'était pas le contenu qui intéressait, mais le mode de contenance qui permettait d'avoir une certaine neutralité et voilà, de créer un effet d'alerte sur un message défaillant. Ouais, oui, c'est ça. Donc l'intelligence artificielle qui génère peut être aussi utilisée comme un élément de diagnostic. Complètement. Voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est toute la recherche des situations atypiques, anormales à quelque chose. En fait, finalement, ce n'est pas un comportement normal que l'on voit. Et bon, finalement, il y a une seule chose qui va nous sauver, peut-être, au-delà des outils, c'est notre esprit critique. Effectivement. C'est pas parce qu'il y a une IA. Effectivement, sur cet esprit critique, dans la mesure où l'intelligence artificielle, c'est largement de l'informatique et largement des mathématiques, est-ce que ça réclame qu'on ait tous ces connaissances de mathématiques et d'informatique pour développer un nouvel esprit critique? Non. La réponse est non, heureusement. Heureusement, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, c'est que on est quand même des enfants de Descartes. Hein. C'est à un moment donné, toute chose qu'on me dit, je la pèse. Et ce n'est pas parce que c'est sorti par un truc qui s'appelle IA ou qui s'appelle le web que je dois la prendre en tant que telle. Je peux avoir des outils pour l'analyser, mais cette notion d'esprit critique, cette notion de capacité à finalement mettre les choses dans leur contexte, c'est peut-être aussi ce qu'on doit apprendre aux enfants. Oui, mais alors, je m'insère de temps en temps dans ce dialogue. Je vois bien ce qui est la falsification du message, c'est ça qu'on peut découvrir. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à cause de l'intelligence artificielle collaborative, des éléments de diagnostic fondés sur la probabilité qui vont faire que les comportements sont de plus en plus normés, finalement certains? Hannibal, avec de l'intelligence artificielle, n'aurait pas fait traverser les Alpes avec ses éléphants pour créer un effet de surprise. Donc il y a voilà. Ça, vous me faites une magnifique transition. Alors, que je vais la laisser faire parce que c'est qu'elle m'a posé les mêmes questions en fait. Exactement. Effectivement. Donc en fait,
fait, on voulait tester l'esprit critique sur deux cas très concrets. D'une part, la guerre traditionnelle et puis d'autre part, la guerre irrégulière. Se poser, en fait, revenir un petit peu dans l'histoire, se rappeler de la manière dont on voyait la ligne Maginot à la fin des années 30, effectivement, la barrière pour empêcher l'invasion allemande. Or, un petit changement quand même, l'apparition des blindés qui changeait la donne. Est-ce que l'intelligence artificielle n'aurait pas fait la même erreur d'analyse cognitive? Je pense que j'aurais répondu oui, ça fait quelques années, je ne réponds pas la même chose maintenant. J'aurais répondu oui, ça fait quelques années parce qu'on était dans uniquement de l'apprentissage supervisé, donc l'histoire définissait le futur. Et on faisait ce qui se faisait ici, on faisait la même chose, plus rapidement, mieux, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, et si vous vous souvenez, ça fait quelques mois, quelques années, enfin, même pas moins d'un an, il y a une petite machine qui s'appelait DeepMind, AlphaGo, en fait, qui a battu le meilleur joueur de Go du monde. Alors, tout à l'heure, avant de venir, en fait, j'ai calculé, je vais te regarder, combien il y avait de positions, en fait, dans le jeu de Go. Le jeu de Go, il y a 10 puissance 158 positions. Donc, vous prenez 1 et vous mettez 158 zéros derrière. Je ne sais pas combien ça fait. Une machine aujourd'hui, sa vitesse maximum, un hexaflop, ce qu'on a aujourd'hui, c'est 1000 milliards d'opérations par seconde. Donc, vous faites comme vous voulez, vous divisez, ça fait quelques années, si ce n'est pas quelques centaines d'années, si vous êtes dans une force brute qui consiste à dire « j'essaye tout ». Donc en fait, vous ne vous appuyez pas forcément sur le passé pour faire ça. Alors, ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qui est deep learning ou reinforcement learning. En fait, c'est des approches où finalement, on explore les datas, les possibilités. Et donc on peut arriver à des cas où on n'avait pas du tout prévu ça, tout simplement. On ne l'imaginait pas. L'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, concernant en fait la chaîne de montage, c'est typiquement des choses qui ont utilisé ça, qui ont utilisé en fait le fait que c'est pas parce que c'est l'histoire qui a fait qu'on le fait mieux, plus rapidement, c'est simplement chercher des corrélations à des endroits où on ne les trouve pas. Donc, est-ce qu'on ferait la même chose? Je ne suis pas certain. Et sur le deuxième cas, qui est effectivement le cas de la guerre irrégulière, donc le propre de la guerre irrégulière, c'est une technique de harcèlement, on va dire, jusqu'à un effet de surprise. Alors, est-ce que tu peux anticiper l'effet de surprise avec l'IA? Comme ça, je ne sais pas répondre. Donc, en fait, elle m'a posé la question, donc on a répété quand même. Et donc, finalement, c'est quoi un effet de surprise? C'est surprenant parce que c'est une combinaison d'événements ou de situations que je n'avais pas prévues. Un risque que je n'ai pas imaginé à un moment donné. Le zéro que le kamikaze lance contre un bateau, contre un porte-avions, enfin, nous, on ne l'imaginait pas avant. Hein. Mais je ne pas que des gens. Enfin, dans la vraie vie de l'intelligence artificielle, c'est une situation comme une autre. Une probabilité 0,25. Mais c'est une situation comme une autre. Je pense que dans vos modèles de simulation, vous essayez ça. Après, charge à vous de décider si c'est une situation dont vous estimez qu'il est nécessaire que vous en preniez compte, comment vous allez réagir par rapport à ça. Mais c'est une situation qui se produit dans 0,25 3 fois périodique de temps. Allez, vous en faites ce que vous voulez, vous dites, bon, moi, c'est... C'est-à-dire que la machine va intégrer la situation aberrante comme avec une faible probabilité, mais comme une situation aberrante possible. Alors situation... que l'humain va dire, bah, c'est aberrant, c'est une conduite aberrante, donc voilà, il ne la prend pas en considération. Il ne le fera jamais. Et ça, ces biais-là, en fait, et finalement, dans le jeu de Go, là, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, avec le nombre de combinaisons, la machine a joué des positions qui ont été considérées comme surprenantes, mais qui sont devenues des standards. Donc, elle ne les avait pas appris, finalement. Ce qu'on avait juste fait, c'est qu'on avait fait jouer une machine contre une autre. Il n'y a que les règles. Les règles, tu peux faire ça, 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 une machine joue contre une autre, et en fait, et nos algorithmes, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est à un moment donné, comment je maximise mon gain, comment je gagne. Peu importe ce que ça joue, ça ne sait pas ce que c'est que le jeu de Go, ça ne sait pas tout ça, etc. Et donc le rôle du dirigeant, quand même c'est quand même de choisir. Pour conclure, effectivement, est-ce que tu penses vraiment que l'intelligence artificielle va dissiper le brouillard de la guerre? Je ne sais pas si l'intelligence artificielle va dissiper. En fait, c'est à vous de répondre à ce moment-là. Mais en fait, les messages qu'on a essayé de vous faire passer, c'est finalement
la nécessité absolue de considérer l'IA comme un élément d'augmentation de l'homme. L'expression a été tout à l'heure. Et en fait, c'est la collaboration. Ça, c'est un élément essentiel. Le second élément qui va avec, c'est qu'on n'y arrivera pas si on ne sait pas expliquer. Alors, on n'expliquera pas aujourd'hui, on n'expliquera pas demain, mais la notion d'explicabilité, être en mesure de dire à quelqu'un c'est 0,25 parce que, elle est importante. Le deuxième point que je voudrais souligner et qu'on a essayé de partager avec vous, c'est en fait maîtriser sa souveraineté, c'est-à-dire être capable en fait d'avoir sa nouvelle dissuasion. Avant, on avait l'arme nucléaire et le but de l'arme nucléaire, c'était juste éviter que les autres l'utilisent. C'était tout l'objectif. Donc si on n'est pas fort dans ces domaines-là, notre souveraineté, elle est où? Elle est où? Dans la capacité où on dit c'est les Chinois qui ont les algorithmes les plus performants, c'est les Indiens, c'est les Américains, etc. Notre capacité à faire ça, pour nous, elle est importante dans un contexte européen, parce que nous restons, en dépit de tout notre génie, un petit pays. Désolé de le dire, un grand par plein de choses, mais un petit par la taille. 550 000 km², si je me souviens bien. En fait, et puis le dernier point, je sais que j'en ai sauté un, mais je te le laisse pour la fin. Le dernier point, c'est pour un 1er avril, donc ça, c'est dissiper un nouvel esprit, c'est en fait développer un nouvel esprit critique. C'est pas parce que c'est technique, c'est pas parce qu'on met des mots compliqués que c'est vrai. Ça a un sens, et ce sens-là, c'est celui qu'on doit expliquer. Pour finir, effectivement, comment gagner la guerre? Je voudrais quand même revenir à Clausewitz. Il ne disait pas qu'il fallait dissiper le brouillard de la guerre. Pour Clausewitz, quand même, il fallait imposer sa volonté. La guerre est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Alors, avec ou sans IA, il y a une vraie permanence du tragique de la guerre, et ça, aucune technologie, je pense, ne pourra l'effacer. Merci. Merci. Merci à vous trois. Alors,